Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. L'Afrique subsaharienne pourrait entrer en récession cette année à cause de l'impact du Covid-19 selon la Banque mondiale. Le Covid-19 qui a entraîné la fermeture des lieux de culte en RDC. Davantage avec Anastasie Tudièche, notre correspondante sur place. Ici, aux États-Unis, déjà plus de 15 000 morts du fait du Covid-19. À New York, épicentre de la pandémie dans le pays, les hôpitaux sont débordés et le personnel soignant craint de ne pas pouvoir faire face à la gravité de la situation. Une fois encore, bonsoir. La Somalie indique avoir répertorié 12 cas de contamination dans le pays. Au Nigeria, un groupe de médecins chinois est arrivé hier pour aider le pays à lutter contre la pandémie, une venue critiquée par plusieurs associations locales de professionnels de la santé. À Madagascar, le président Ange Rajouel affirme qu'un remède à base de plantes est susceptible de soigner les malades du coronavirus et annonce que son pays va faire des essais. Sur le plan économique, la Banque mondiale prévient que l'Afrique subsaharienne pourrait entrer en récession cette année à cause de l'impact du Covid-19 sur la croissance, une première en plus d'un quart de siècle. Pour sa part, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a lancé un appel urgent aux donateurs internationaux afin de lever une enveloppe de plus de 130 millions de dollars indispensables à l'alimentation des personnels, ou plutôt des personnes les plus menacées. Allons à Kinshasa. Comme dans le reste de la RDC, la foi est au centre de la vie des Congolais. Parmi les mesures annoncées par le président Tshisekedi le 18 mars dernier pour lutter contre la propagation du Covid-19, il y avait la fermeture des lieux de culte, une situation inédite dans toute l'histoire du pays que les responsables religieux acceptent tout en demandant plus au gouvernement. Ils se sont exprimés au micro d'Anastasie Tudièche, notre correspondante sur place. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de la métropole de Kinshasa, considère que dans la gestion de la riposte au coronavirus, les responsables religieux sont mis à l'écart. Moi, je suis un peu étonné que jusque-là, on fait des réunions, mais personne ne nous a jamais demandé comment nous voyons la chose et qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution. Et ce ne sont ni les idées ni les observations qui leur font défaut. Par essence proche des plus démunis, les religieux tirent la sonnette d'alarme. Cheikh Youssouf Kibondo est le responsable légal de la Comico, la communauté musulmane du Congo. Le confinement total, c'est bon, mais ce que moi, je pouvais demander à nos autorités, de demander aux bailleurs de fonds, les gens qui ont les charges des travailleurs, les gens qui travaillent chez eux, qu'ils puissent verser une partie des salaires à ces gens-là qui vont rester à la maison, parce que les Congolais vivent au quotidien. Pour Sonny Rockman Kafuta, représentant légal de l'Église du Réveil en République démocratique du Congo, les spécificités locales doivent être prises en compte. Parmi les règles, on ne peut pas retrouver plus de 15 à 20 personnes. Mais il y a des familles nombreuses de plus de 20, même soit 100 personnes. Que faire? Donc, tout simplement, le gouvernement doit tenir compte de mesures d'accompagnement. Tu vois, en Europe, il y a l'assistance sociale. Social, le mot est jeté. C'est sur ce point que les autorités congolaises sont attendues et sont dangereusement inaudibles selon les responsables religieux. Pour que le confinement soit un vrai confinement, l'État doit intervenir pour soutenir sur le plan humanitaire ceux qui n'ont pas le moyen de rester chez eux sans sortir. Mais nous craignons une autre épidémie beaucoup plus dangereuse qui fera des ravages à Kinshasa, peut-être même plus que le coronavirus, ce sera la faim. Autre point commun entre les trois hommes, la foi en des lendemains meilleurs et en la capacité de résilience des Congolais. Nous avons connu des guerres, nous avons connu des moments de villes mortes, nous avons connu
des moments d'Ebola, nous avons connu des moments de plusieurs épidémies, mais le peuple congolais est discipliné et quand le chef parle, le chef religieux, il respecte. Cette autorité indéniable que les responsables religieux ont sur leurs fidèles au Congo les désigne comme des médiateurs naturels entre des nécessiteux angoissés et un gouvernement à pied d'œuvre. Reste à voir si le politique l'entendra de cette oreille. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa. Toujours en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est en prison depuis hier après 7 longues heures d'interrogation au parquet de la cour d'appel de Kinshasa. Vital Kamerhe était convoqué et interrogé au sujet des travaux de construction de grands ouvrages devant marquer les 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi. Des sources du parquet ont confirmé après interrogatoire qu'il a été conduit sous bonne escorte au centre pénitentiaire de Kinshasa à Makala. Le nouveau coronavirus a infecté plus d'1,5 million de personnes et tué plus de 87 000 dans le monde, selon l'université Johns Hopkins. Le Premier ministre britannique Boris Johnson était toujours en soins intensifs ce jeudi. Il a passé une bonne nuit et son état s'améliore, mais il reste en soins intensifs, ont indiqué des responsables. Quant au maire de Londres, Sadiq Khan, il a déclaré que le confinement de la ville allait se poursuivre. Le chef suprême iranien a lui suggéré ce jeudi que les rassemblements de masse pourraient être interdits pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan du fait de la pandémie du Covid-19. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi qu'il est depuis 3 mois pris pour cible par des propos racistes et des menaces de mort originaires de Taïwan. Ici, aux États-Unis, le nombre de morts provoqués par le Covid-19 a dépassé le cap de 15 000. Le pays enregistre le plus grand nombre de cas de coronavirus dans le monde, avec plus de 430 000 contaminations à travers le pays. Mais le président Trump se veut optimiste. Les autorités américaines affirment en effet que les chiffres de cette semaine vont continuer à être alarmants, mais qu'on pourrait bientôt commencer à voir le bout du tunnel. Sur le plan économique, la Banque centrale a annoncé ce jeudi l'octroi de 2 300 milliards de dollars de nouveaux prêts, ceci pour soutenir l'économie alors que le pays enregistre déjà plus de 17 millions de sans-emploi. On reste aux États-Unis. La ville de New York recense plus de 2/3 des décès enregistrés dans l'État. Un taux inquiétant qui représente 45% du total des pertes en vie à l'échelle nationale. À New York donc, épicentre de la pandémie, les hôpitaux sont débordés et le personnel soignant craint de ne pas pouvoir faire face à la gravité de la situation. Jacqueline Callahan, une infirmière new-yorkaise, nous livre son quotidien pendant cette crise sanitaire de Covid-19. Dili Diko raconte. En tant qu'infirmière dans un hôpital très fréquenté de New York, Jacqueline Callahan n'est pas étrangère à la prise en charge des patients arrivant dans de mauvais états de santé. Mais avec la pandémie de coronavirus, le quotidien en milieu hospitalier est devenu d'autant plus pénible. Les gens sont incroyablement malades. Il y a bien sûr beaucoup de personnes qui viennent avec des cas bénins et c'est merveilleux qu'ils puissent récupérer rapidement. Mais il y a aussi énormément de personnes qui sont très malades, très malades. Je n'ai jamais vu cela auparavant. C'est horrible de ne pouvoir leur offrir que le strict minimum. Honnêtement, chaque jour est plus dur que le précédent. On ne sait tout simplement pas comment les choses vont évoluer. On espère que cela va s'améliorer. Mais vous savez, pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Jacqueline précise qu'en plus des longues heures de travail, elle se rend tous les jours à l'hôpital avec la crainte de contracter le virus et de le transmettre à d'autres personnes. Elle dit être bouleversée de voir les patients lutter pour respirer et très triste pour ceux qui vivent leurs dernières heures sans leur famille à leur côté.
Je pense que maintenant, ce qui est vraiment difficile, c'est que les patients sont privés de leurs proches et de leur famille à leur chevet. Ces mesures sont prises pour la sécurité de tous et nous comprenons pourquoi il faut faire cela. Mais en même temps, nous comprenons que c'est difficile pour les gens, surtout ceux qui vivent seuls leurs derniers moments. Jacqueline a déclaré que les messages de remerciement et les dons de nourriture pour les travailleurs de la santé aident à garder le moral, mais elle ne souhaite surtout pas être perçue comme une héroïne. J'ai des amis et de la famille qui disent que je suis une héroïne, mais nous ne sommes pas des héros. Nous sommes en train de faire notre travail. Nous voulons le faire pour vous. Nous voudrions le faire dans de meilleures circonstances, mais les choses ne sont pas ainsi. Nous avons juste besoin que le public fasse sa part, à savoir rester à la maison et prendre des mesures d'hygiène extrêmes. Le président Donald Trump avait prévenu que les 2, voire 3 premières semaines du mois d'avril allaient être très difficiles et que le pic de fatalité allait fortement augmenter. Les docteurs, infirmiers et ambulanciers sont aux premières lignes pour faire ce triste constat. Et comme Jacqueline, ils espèrent que la courbe va bientôt s'inverser et que la situation va s'améliorer. Et puis, rappelons que le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, dont 78 ans, a annoncé qu'il abandonnait la course à la Maison-Blanche. L'ancien vice-président Joe Biden est désormais assuré d'affronter le président sortant Donald Trump le 3 novembre prochain. Joe Biden doit encore être désigné officiellement candidat par le Parti démocrate lors d'une convention qui a été reportée au mois d'août à cause de la pandémie de coronavirus. Bernie Sanders a salué Joe Biden comme un homme très respectable et a affirmé qu'il travaillerait avec lui pour faire avancer son programme résolument ancré à gauche. Et pour en savoir plus sur ce retrait de Bernie Sanders et sur la politique américaine de ces derniers jours, Dili Diko s'est entretenu avec René Lec, analyste politique basé ici même à Washington. Bernie Sanders a suspendu sa campagne, donc par conséquent, Joe Biden est le candidat démocrate qui va faire face à Donald Trump aux élections en novembre 2020. Qu'est-ce que cela signifie ? Écoutez, on s'y attendait depuis, c'est une rumeur qui court depuis à peu près 2 semaines. Un certain nombre des conseillers très influents de Bernie Sanders étaient favorables à son retrait. D'autres ne l'étaient pas. Des discussions étaient en cours depuis un bon moment. Il y avait quelques articles dans la presse. Et finalement, Bernie Sanders a pris sa décision. Mais ça va un peu de soi parce que vous savez, cette crise du coronavirus nous a même fait oublier quelque part qu'on avait des élections, qu'on était dans une année électorale et qu'on avait des primaires en ce moment. Et techniquement, arithmétiquement, il n'était quasiment plus possible à Bernie Sanders de rattraper son retard face à Joe Biden. Donc, on est un peu dans une situation de bon sens et je pense que c'est une décision de bon sens que Bernie Sanders a prise. René, on a appris que Joe Biden et Donald Trump ont échangé lors d'un appel téléphonique. Quels sont les grands points qui ressortent de leur conversation ? Alors, écoutez, cette conversation, justement, ils ont retenu tous les deux explicitement de ne pas parler du contenu. Il y a juste un des conseillers de Joe Biden qui a dit que Joe Biden a fait un certain nombre de propositions et de suggestions à Donald Trump sans être précis sur les suggestions et les recommandations de l'ancien vice-président. Et Donald Trump, lui, quand il a parlé de cet appel, a dit que c'était un excellent appel qui a duré à peu près une quinzaine de minutes et que l'appel était vraiment très constructif et qu'effectivement, Biden lui a fait quelques recommandations et suggestions. Il a tout de suite ajouté qu'il n'est pas certain qu'il les suivrait, mais qu'en tout cas, il était très content que cet appel se soit tenu et que c'est là même qu'il a révélé que tous les deux avaient retenu de ne pas parler du contenu de l'appel. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Yo, check it out, man. This is Burkina Faso alongside Nigeria. We
riding for your Mr. Soprano. You know what it is, my bad records. Get it on. Too many haters started, I ain't gonna be here. I'm recording the fake track in my pen, I replay. Never found. Never found. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Commençons par le Cameroun, où le premier cas de Covid-19 remonte à un mois seulement. Le pays compte au moins 600 cas à ce jour. Le virus s'est répandu dans 5 régions et de nombreux cas de transmission sont signalés par le ministère de la Santé publique. À Douala, capitale économique du pays, les maires d'arrondissement ont lancé une campagne d'assainissement qui vise à désinfecter les zones insalubres. Les détails avec Erzouma Compaoré. Les maires d'arrondissement de Douala s'engagent dans la lutte contre le coronavirus. Lors d'une récente campagne de sensibilisation où ils ont remis aux conducteurs de mototaxi, identifiés comme population à risque, des masques et des gilets sur lesquels sont inscrits des messages de sensibilisation qui ne passent pas inaperçus. Je suis très content parce que j'ai le cache-nez, j'ai mon choisible qui montre que je suis contre le coronavirus. Pour le maire de Douala, Roger Mbassadine, il s'agit de limiter le niveau de contagion qui pourrait exploser en raison de la forte mobilité des habitants. Et nous allons intensifier la distribution dans les jours à venir dans les autres arrondissements. Notre souhait est que tous ceux qui portent toute la journée, chacun ait un masque. Le port du masque soit rendu obligatoire. Ces masques sont lavables, on peut les laver le soir et les porter le lendemain. C'est de cette manière-là qu'on va stopper la propagation du coronavirus. Selon les autorités, la situation est préoccupante et nécessite des prises de mesures barrières pour stopper l'évolution de la pandémie. Dans les boulangeries et les banques, des appareils de test sont utilisés pour détecter les potentiels malades. Ce n'est pas de l'amusement. L'Afrique et le Cameroun en particulier n'ont pas assez de moyens pour faire face à cette pandémie. C'est extrêmement difficile. Tout le monde doit tout faire. Nous devons tout faire pour nous protéger contre cette pandémie. J'aurais souhaité, si la décision pouvait venir de moi, un confinement total. Vous imaginez, si tu prends un taxi par exemple, tu es dans un taxi et que vous êtes même 2 personnes seulement et si une personne est infectée, l'autre sera automatiquement infectée. Le gouvernement continue à implémenter un train de mesures pour freiner la propagation du coronavirus. La Croix-Rouge camerounaise n'est pas restée en marge de cette campagne de lutte. Elle a entrepris d'installer dans la ville de Douala de nombreux points de lavage de mains. En Afrique, le nouveau coronavirus a affecté le fonctionnement des administrations. Quelques entreprises ont mis en place le télétravail afin d'assurer la continuité. Mais dans certains pays, comme le Burkina Faso, des journalistes continuent d'aller sur le terrain pour recueillir les informations. Comment sont-ils affectés par les mesures sanitaires telles que la distanciation physique? Nous avons pu joindre Karim Sissé, il est journaliste à Bobo Dioulasso. C'est vrai, avec l'avènement de Covid-19, nous sommes toujours appelés à, en tout cas, toujours collecter l'information au quotidien. Donc, au niveau de mon service, en tout cas, les premières autorités nous ont doté de matériel de protection. Donc, sur le terrain, c'est vrai qu'on a de quoi se protéger, mais il n'y a pas une protection à 100%. Donc, ce qui fait que, bon, effectivement, on a un peu peur, mais comme le travail nous oblige à, en tout cas, aller toujours sur le terrain pour collecter l'information afin de la mettre à la disposition des téléspectateurs, donc on le fait avec. C'est vrai que ce n'est pas facile. Bon, par exemple, quand il tient le micro, il y a une distance à respecter. Donc,
tu dis à celui que tu dois interviewer que vu comme on appelle le Covid-19 qui sévit actuellement, voilà, et ça oblige qu'on soit un peu éloigné pour pouvoir faire l'interview. Et des fois, on sort avec, comme on appelle, des perches pour pouvoir, en tout cas, faire les interviews sans être très proche, en tout cas, de celui qui est interviewé. Au Burundi, on continue de jouer au football malgré des cas confirmés de Covid-19. Les championnats de première et deuxième division se poursuivent sur décision de la Fédération de football réunie à l'Assemblée générale extraordinaire. C'était dimanche à Bujumbura. Yakuba Ouedraogo pour les détails. C'est une scène qui ne se voit plus dans d'autres pays du monde, alors que la plupart des championnats de football et d'autres sports sont suspendus à cause du coronavirus. Ici, à Bujumbura, ce club de première division, Vitalov, s'entraîne et il n'a pas tort car le championnat continue. Le ministère de la Santé a recommandé la poursuite des compétitions mettant en place des mesures de prévention comme le lavage des mains et la prise de température des spectateurs avant leur entrée dans les stades. On nous apprend qu'il faut toujours se laver les mains avec du savon ou d'autres produits antiseptiques, de ne pas trop s'approcher aux gens face à face. Il faut au moins observer 1 mètre. Il ne faut pas se saluer dans les mains, se serrer les mains. Il ne faut pas franchement se frotter, tout ça. Donc c'est des précautions qu'il faut prendre. Sauf que sur ce terrain d'entraînement, les joueurs de Vitalov se frottent visiblement les uns contre les autres. Mais ont-ils vraiment d'autre choix que de s'entraîner pour mieux aborder leur match, toute rencontre manquée étant passible de forfait et d'autres possibles sanctions? Pour le moment, Vitalov est à l'abri de ces mesures et se satisfait de son classement au championnat. On a mal commencé, mais aujourd'hui, je suis quand même satisfait. Voir l'évolution de l'équipe à partir du néant et qu'on arrive quand même à avoir la 2, la 3e, la 4e place actuellement au championnat et ce n'est pas encore fini. Donc je suis satisfait de l'évolution, du travail des joueurs, du travail de mon staff. Le Burundi reste ainsi l'un des rares pays au monde avec le Bélarus, le Tadjikistan et le Nicaragua où les championnats se poursuivent. Au Burkina Faso, c'est une initiative unique dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Une troupe de théâtre, La Parole, a décidé de s'installer dans les grandes artères de la capitale burkinabé pour sensibiliser les usagers de la circulation à respecter les gestes barrières du Covid-19. Et apparemment, le message passe. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. Rond-point du 2 octobre, en plein centre de Ouagadougou. C'est ici que la troupe de théâtre La Parole a installé son QG. Le nouveau coronavirus a fait arrêter toutes les activités de la troupe, qui existe maintenant depuis près d'une vingtaine d'années. La vingtaine de comédiens que compte le théâtre a ainsi décidé de faire dans la sensibilisation dans les rues contre le Covid-19. Nous, notre travail, c'est travailler avec le public. C'est conscientiser la population. C'est amener à ce qu'ils prennent conscience et qu'il y ait un changement de comportement. Donc on a décidé, on a créé, on a libéré notre génie créateur. On dit que bon, nous allons faire la sensibilisation dans les feux tricolores. Et dans ces feux tricolores-là, on s'installe. Pendant qu'il y a le feu rouge, on a grosso modo dans les deux coins plus de 50 personnes et de l'autre côté 50. Donc ça veut dire qu'on a à peine une centaine de personnes qu'on sensibilise en fraction de seconde. C'est pour que les gens puissent savoir que vraiment le coronavirus est là au Burkina Faso. Et nous devrons ensemble lutter pour ça. Nous devrons savoir et respecter les consignes données par le ministère de la Santé. Ils suivent les messages. Par exemple, les cache-nez. Et si on est en train d'expliquer les manières et l'importance du port du cache-nez, immédiatement, il y a d'autres qui avaient empoché ça et immédiatement, ils enlèvent ça de leur poche et ils commencent à mettre, et tout en nous félicitant. Au sein de la population, effectivement, la plupart des usagers de la circulation, le message semble passer. J'ai l'impression que le message passe, puis c'est déjà les gens prennent des cache-nez avec les protèges à porter. Donc ça veut dire que le message est en train de passer petit à petit. Les bénévoles du théâtre La Parole souhaitent ardemment que le Burkina Faso arrive à bout du coronavirus
afin qu'ils puissent reprendre rapidement leurs différentes représentations. En attendant, il lance un appel à tous ceux qui peuvent leur venir en aide en offrant du gel hydroalcoolique, des masques, des gants, pour que continue ce travail de sensibilisation. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Un peu de détente, un peu partout à travers le monde, les États demandent à leurs citoyens de rester chez eux afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Des musiciens ont rejoint la campagne à leur manière. C'est un reportage d'Arash Arabazadi avec le récit d'Arzouma Compaoré, ou plutôt d'Abdourahmandia. En période de confinement, des artistes de l'Orchestre national de France ont trouvé la formule pour partager leurs talents sur Internet avec d'autres artistes. DJ Benati Tembali. Nous sommes tous ensemble, nous voulons partager quelque chose parce que nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous. Mais nous sommes tous ensemble et avec cette musique que nous avons mise sur Internet, nous pouvons rester en contact avec vous. À New York, l'auteur Casper ter Kuile a envoyé un tweet demandant à ceux qui voulaient apprendre des chansons simples de se manifester. Plus de 100 personnes se sont connectées à son chat vidéo. Vous savez, lorsque vous mettez la discussion dans la galerie, vous voyez beaucoup de visages. Je pouvais les voir chanter et sourire, surtout les gens qui ont amené leurs enfants. C'est vraiment agréable à voir. De leur balcon à Paris, la violoniste Stéphanie Marie Degan et ses deux filles ont sérénadé leurs voisins. Donc, c'est un antidépresseur garanti, en fait. Et puis, d'autre part, avec des enfants, c'est vrai que c'est très lourd pour moi parce que je suis devenue maîtresse d'école, cuisinière, gouvernante. Je fais tout, mais c'était déjà qu'avant. Mais je veux dire, là, je suis à domicile dans un petit appart. Les chanteurs d'opéra grec s'amusaient à la maison en faisant des blagues, exhortant les autres à leur emboîter le pas. À l'Opéra national de Grèce, nous disons oui au coronas, mais non au nouveau coronavirus. Restez chez vous, à votre santé. Ces musiciens, parmi tant d'autres, essaient de divertir et de se divertir en exhortant les gens de rester à la maison afin de ralentir la propagation du Covid-19. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous, passez une excellente soirée. Unplugged In,